Ok, la Légion, on a eu les chiffres de l'inflation. Journée magnifique aujourd'hui. Journée de vert, ça fait plaisir. Donc, le rapport de l'IPC, donc les chiffres de l'inflation en gros, montrent un ralentissement de l'inflation en avril. Donc les prix à la consommation continuent d'augmenter de 3,4 par an par rapport à l'année dernière. Donc par rapport à l'année dernière, ça a augmenté de 3,4%, mais dans les faits, l'inflation diminue. Donc on a eu les chiffres, on a eu 3,4%, on va regarder ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, donc 3,4%, c'est en troisième ligne ici. C'est conforme à ce qui était attendu. Mais par rapport à ce qui était prévu, on attendait surtout 3,5%. Donc on est à 0,5%, on va dire un peu de moins. Et en gros, qu'est-ce qu'on... Enfin, en tout cas, par rapport à... je veux dire, les 3,5 là, c'était le mois dernier. Et par rapport au mois dernier, on descend. Donc ce qui montre, en gros, en fait, qu'on est en train de reculer. Donc là, quand on regarde dans les faits, la flèche est clairement descendante ici, là, au niveau de l'inflation. On descend complètement. Petit à petit, lentement. Les taux sont maintenus à des niveaux élevés, autour de 5%. Voilà les taux d'intérêt, dans le but de casser la croissance, dans le but de ce que les consommateurs arrêtent de consommer pour que l'économie, on va dire, se refroidisse un peu. Et là, on voit que l'économie voilà, se refroidit et là est en train de tomber. Donc, pour l'instant, c'est un pari gagnant pour la Fed et on a eu une réaction instantanée. Le dollar américain, donc, qui a dégringolé ici. Euh, voilà, la baisse des rendements bien sûr obligataires et donc voilà les actions en bourse qui ont explosé et les cryptos qui ont explosé aussi. Donc tout dépend, voilà, tous les regards sont fixés là sur ces taux d'intérêt, la fin sur l'inflation avec les taux d'intérêt, tout ça. Donc énorme, énorme, en fait très très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc hier, on avait une succession de bonnes nouvelles. D'où ma vidéo d'hier de très bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, on a une journée verte et de très très bonnes nouvelles avec l'inflation qui, là, les chiffres le montrent, qui diminue. Donc ça, pour l'instant, la Fed, la Réserve fédérale américaine, est en train de gagner son pari. En même temps, on a Jamie Dimon, donc le PDG de la plus grande banque des États-Unis, là, JP Morgan, qui exhorte, en plus, qui met la pression sur les États-Unis, donc sur les régulateurs américains, pour qu'ils règlent vite leur déficit. Vous savez que les États-Unis sont très endettés. Et là, il met un coup de pression. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comment eux, ils règlent leur déficit? Eh bien, c'est à coup de planche à billets. En fait, ils règlent leur dette voilà, en créant, voilà, ou en soutenant l'économie avec de nouvelles impressions monétaires. C'est comme ça qu'ils règlent leur déficit. Ou en réduisant leur bilan, leur dette, avec un quantitative tightening. Donc, ils réduisent la circulation de la monnaie, tout ça. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que on sait comment ça va se passer. C'est que la dette va continuer à se creuser. Là, Jamie Dimon, il s'excite, les choses comme ça. Ils ne feront pas trop de... Voilà, même s'ils essayent de réduire le quantitative tightening, de réduire la quantité de dollars en circulation pour réduire leur dette, tout ça. Parce que dans les faits, on est dans un Ponzi monétaire. Et dans les faits, ils vont toujours s'endetter toujours plus et créer de nouvelles monnaies. Et ça va faire les affaires de la bourse qui va continuer à monter. Donc tout ça, de toute façon, il n'y a que des bonnes nouvelles à l'horizon. Et voilà, hein, sur les marchés, ça ne s'est pas fait attendre. Le S&P 500, l'indice américain standard mondial, on va dire, l'indice de référence mondial, qui a atteint un nouveau record et dépasse les 5300 points pour la première fois. Donc voilà, hein, instantané, bah, toutes les actions ont explosé en bourse et donc les indices américains qui sont au plus haut. Ici, on voit, hein, le SP 500 se négocie à de nouveaux plus hauts de tous les temps. Donc pour la bourse, et voilà, comme d'habitude, la bourse est à des records et continue à monter. Donc la bourse, ça reste pour moi l'un des meilleurs endroits d'investissement. Et là, on nous parle d'immobilier ou de choses comme ça. Bah, quand on ne connaît pas, oui, on fait de l'immobilier. Mais de manière générale, je préfère la bourse. C'est plus sûr. Voilà. Après, maintenant, vous avez les cryptos, mais c'est plus volatile, avec une croissance bien plus forte, mais avec tout autant de volatilité, des projets qui vont marcher et d'autres non. Mais voilà, mais la bourse, c'est plutôt une valeur sûre. Vous voyez, et là, c'est à des niveaux records. Donc tout ça, c'est magnifique.
Maintenant, dans les faits, si on regarde les actions, on va en sélectionner quelques-unes. Bah, GameStop, déjà, qui a fait la une en début de semaine avec l'explosion. Parce que GameStop est devenu un symbole voilà, pour les traders contre les fonds d'investissement qui cherchent à nous manipuler et à nous faire à shorter l'action. Eh bien, les traders s'amusent à prendre à contrepartie et à faire pumper ou exploser l'action GameStop et AMC, la chaîne de restaurants, là, enfin, de cinéma, là, AMC. Voilà, ces actions sont devenues des mèmes et des actions anti-système, anti-fonds, tout ça. Et là, par contre, GameStop, bah voilà, ça a explosé en 2 jours. On a eu un plus 130%. Et bien sûr, là, ça a complètement corrigé, hein. Là, l'euphorie est passée. Maintenant, il y a une correction nette. Donc voilà, il fallait que ça corrige. C'est fait. Maintenant, on a l'ancien président de la SEC qui s'en prend justement à Roaring Kitty, qui est la personne qui a été à l'initiative voilà, de l'explosion de l'action GameStop. C'était surtout en 2021. Là, il est revenu avec un tweet, mais qui a refait exploser l'action. Mais voilà. Et là, l'ancien président de la SEC qui dit que est-ce qu'on devrait tolérer cela sur nos marchés et qui veut justement bloquer en fait les tentatives de personnes comme Roaring Kitty, voilà, pour empêcher que ce genre de situation arrive. Donc voilà, ils veulent contrôler totalement et empêcher les traders ou les gars qui incitent à investir ou à, voilà, à prendre le contrepartie. Donc ça, je trouve que c'est malhonnête ou on va dire, c'est pas bien. Les investisseurs ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire exploser une action, qu'ils le fassent. Mais voilà, eux, voilà, comme ils veulent tout contrôler, dans le but à nous piéger derrière, bah voilà, ils veulent peut-être mettre en place des règles pour empêcher en fait, bah, les traders de prendre le contre-pied voilà, des régulateurs ou des incitateurs, là, des fonds qui nous obligent, qui nous conseillent de shorter ou des choses comme ça. Donc on verra ce qui se passera par rapport à ça. Mais bon, en espérant qu'ils ne touchent pas trop. Et que les investisseurs et les traders ont toute la liberté de suivre bah, tout ce qu'ils veulent ou de suivre les acteurs ou les choses comme ça qu'ils veulent, on va dire. Donc dans les autres actions, on a Google. Donc Google qui déploie ses modèles d'IA les plus puissants, alors que la concurrence face à OpenAI s'intensifie. Donc là, on a une véritable guerre. Voilà, là en ce moment, c'est la guerre OpenAI face à Google. Les deux ont tenu à 24 heures près leur conférence, leur keynote, pour présenter leurs avancées, tout ça. Et là, voilà, Google qui a présenté ses plus puissants, voilà, une foule de nouveautés liées à l'intelligence artificielle sur tous ses produits, liés à YouTube, liés à Google Search, à Google Mail, tout ça, Google Maps et tout. Donc voilà. Google qui a présenté voilà, même des concurrents à Sora, voilà, tout ce que OpenAI fait, Google a la réponse à ça. Et là, il y a une guerre entre les acteurs, voilà, voilà, pour dominer sur l'IA. Donc, la concurrence est féroce. En tout cas, ici, on a Dell qui bondit de 9% grâce à son optimisme quant à l'obtention d'importantes commandes de serveurs IA. Donc, Dell, c'est une entreprise qui est un peu dépassée, hein, c'est une ancienne entreprise qui a fait son époque, mais qui revient, on va dire, sur le devant de la scène par rapport aux commandes de serveurs, mais surtout liées à l'intelligence artificielle. Mais pourquoi j'ai sélectionné cet article? Personne va trop investir sur Dell, qui fait des rendements plutôt moyens, voilà, plutôt ternes. Mais là, moi, je veux souligner l'importance voilà, de l'intelligence artificielle. Et pour en fait vous faire focus par rapport à la crypto, encore une fois, parce que là, tout le monde est focus, oui, sur la crypto, le bull run, à chercher le plus de croissance possible, mais les regards sont détournés de la crypto. Personne ne s'intéresse à la crypto. Donc les conséquences de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, sur la crypto, vous allez subir une forte volatilité à la hausse et à la baisse. Certains projets vont être là, et connaître un succès, comme par exemple Solana en ce moment. D'autres, comme Polkadot, Matic, ou d'autres vont être là, être à plat pendant un certain temps, avant peut-être, oui, d'exploser, peut-être dans 4-5 mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde le bilan sur un an, bah, voilà, il y en a qui vont exploser, il y en a d'autres non.
Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, finalement, on va être mitigé. Et comme sur la crypto, ça va très vite, on est amené à changer de position. Et au final, bah, on sort de position qui finalement ne marche pas. Et en fait, on n'arrive jamais à vraiment progresser. En fait, c'est ça le danger. Alors que là, sur l'IA, il y a des choses. Là, regardez, là, il y a des commandes. Là, c'est pour ça que j'ai souligné cet article. L'obtention d'importantes commandes. Là, c'est réel. Il y a des commandes. Donc, Dell explose. Et là, c'est légitime. Il y a de la valeur apportée, de la valeur ajoutée. Vous voyez? Alors que dans la crypto, il n'y a pas de valeur pour le moment. C'est de la spéculation. Je le répète à chaque fois. Mais pour vous, essayez de vous, en fait, vous faire sortir du focus crypto. Parce qu'il y a d'autres ponts de croissance. Et là, toute la croissance, là, en ce moment, est sur l'intelligence artificielle. C'est là où il y a la croissance. Et pas que là. Là aussi, sur les véhicules électriques. Là, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les contrats à terme montrent que le cuivre atteint des niveaux records. Bon, le cuivre, l'or, l'argent, bon, c'est à plat. C'est pas ce qui va vous rendre riche, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça montre? Pourquoi ça atteint des niveaux records? Parce que le cuivre est utilisé dans la construction des centres de données, justement, et dans la croissance des véhicules électriques. Les véhicules, le cuivre alimente les véhicules électriques, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le cuivre, on s'en fout, ça montre, enfin voilà, c'est pas ce qui va nous rendre riches, comme je vous l'ai dit, mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les centres de données, bah, les centres de données, c'est pourquoi? C'est pour alimenter l'intelligence artificielle. Et aussi, les véhicules électriques aussi, ça, en fait, c'est pour juste vous montrer où est le focus, en fait, où il y a de la croissance actuelle. Et la croissance, elle est principalement sur l'IA, l'intelligence artificielle, d'où la bataille, la Google, OpenAI, tout ça. Donc c'est là où il y a la croissance à l'heure actuelle. Et aussi sur les véhicules électriques. Pour l'instant, bon, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, les gens ne consomment plus ou ne font plus de crédit pour acheter les véhicules électriques. Donc pour l'instant, les temps sont durs. L'action Tesla s'est effondrée. NIO, XPeng, BYD, ils sont tous dans le dur en ce moment. Mais justement, c'est peut-être là la chance de se positionner. Mais je veux dire que bah, voilà, c'est les véhicules électriques et tout ça qui sont, en tout cas, qui vont reconnaître une croissance à venir. Et l'IA qui est en plein boom et pas la crypto. Après, attention, je dis pas qu'il faut. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la crypto? Non, non, non. La crypto, là, on est en plein bull run et on va connaître une deuxième partie. D'ailleurs, là, on va le voir après. C'est peut-être reparti pour. Mais en fait, il ne faut pas mettre tout son focus. Et justement, la crypto, il faut mettre une partie, voilà, plutôt raisonnable. Voilà, parce que c'est pas là où les regards sont fixés. Donc oui, pour jouer la spéculation et la forte croissance, il faut être exposé quand même et profiter. Mais ça doit être une partie inférieure du portefeuille, une partie équilibrée. Et la plus forte partie du portefeuille doit être, par exemple, sur l'IA, ou par exemple des actions comme Nvidia, ou des actions comme Supermicro pour les serveurs, ou des véhicules électriques comme Tesla, jouer peut-être le rebond de Tesla, c'est là où il y a la valeur ajoutée, c'est là où les gens sont concentrés. Certes, c'est pas la crypto, ça va pas vous donner un x50 ou un x100, mais ça va vous garantir d'avoir des x2, x3 sûr. Alors que la crypto, c'est pas sûr. Oui, sur le Bitcoin, peut-être Ethereum, Solana, oui, à l'horizon, ouais, des x5, x10, mais le reste là, que vous jouez les x50, Ondo Finance, je sais pas moi, il y a quoi encore là? Qu'est-ce qui est les runes protocole ou je sais pas, qu'est-ce qui est à la mode là? Les mêmes coins, les trucs comme ça, c'est pas sûr. Vous pouvez être dedans, mais ce n'est pas sûr. Donc un gros point là, bon, c'est un gros focus, mais c'est pour vous dire que l'investissement, c'est marche après marche, pierre après pierre. Et certains veulent que la crypto et faire le x50 ou le x100 d'un coup. Et alors que la plupart se brûlent les ailes et au final, vous avancez jamais vraiment. Donc là, certains sont pressés que le bull run arrive et les choses comme ça. On va se rendre compte que oui, vous allez récupérer des gains. Mais quand on va faire le bilan global, tout le monde sera encore en perte. Parce que la plupart se seront brûlés les ailes à force de changer de crypto ou de choses comme ça. Au final, voilà. Donc, je suis obligé de souligner ce point. Il est très important. Et donc, il faut être focus avec une grosse partie de ce... Si vous voulez monter, hein, voir votre fortune, vos capitaux généraux monter, mais de manière réelle, il va falloir être patient et aller sur des choses qui ont de la valeur ajoutée, où il y a des vraies choses qui se passent, des vraies ventes et des choses comme ça. Et oui, c'est lent, vous ne serez pas millionnaire, ça, voilà, c'est chaque chose en son temps, au lieu de viser le million, visez 50K déjà.
ou visez même l'objectif des 100K. Au lieu de penser à millionnaire, millionnaire. Vous ne le serez pas, quand je dis vous ne le serez pas, ouais, peut-être vous le serez, mais dans 15 ans alors. Vous voyez? Ou dans 10 ans ou 15 ans. Mais cherchez pas à hacker le système et à devenir millionnaire. Voilà, les propos, ils sont peut-être durs, mais il faut en fait se reconcentrer, repartir de manière lente. Et voilà, et atteindre les paliers. D'abord 10K, d'abord après 50K, ensuite 100K. Et c'est pas dans les 2 mois. C'est pas dans un bull run que vous allez atteindre ça. Vous voyez? Donc voilà, restons calmes, soyons patients et ça va bien se passer. Donc voilà pour ce focus qui a été très long là. Ah ouais, j'en suis déjà un quart d'heure de vidéo. Donc on continue. En tout cas, les actions, là par exemple NIO justement, le rival chinois de Tesla, lance une nouvelle marque et une nouvelle voiture qui coûte 4000 $ de moins que le modèle Y. Donc là, voilà, les Chinois sont très agressifs. Et là, la déferlante va arriver sur l'Occident. Des actions chinoises qui coûtent beaucoup moins cher. D'ailleurs, ici, on voit les tarifs EV là, de Biden, là, que Biden essaye de taxer l'importation de véhicules chinois pour freiner justement cette vague de véhicules chinoises qui arrive. Bah, en fait, ça pourrait ne pas suffire à conjurer la menace des véhicules chinois là. Les tarifs, les taxes qu'il est en train de mettre pour, voilà, pour essayer de freiner voilà, les ventes de véhicules chinoises, bah même ça suffirait pas voilà, à la croissance là et au succès des véhicules chinoises là. Donc on verra. Maintenant, Biden, il a une autre occupation là sur laquelle il devrait s'occuper là. C'est un débat. Apparemment, Trump et Biden conviennent de débattre le 27 juin. Donc, ça arrive, on verra ce que ça va donner. Avec la démence là, de Biden, ça promet. Hein. Ça promet. Et d'ailleurs, là, Biden a préparé tout ça. Hein. Donc, Biden, ici, veut un studio de télévision. Donc, pas de public en direct. Voilà, il veut que ce soit CNN, ABC, CBS ou Telemundo comme chaîne télévision. Et il veut que les micros soient coupés quand le temps est écoulé. Et il demande 2 débats et non les 3 débats présidentiels habituels. Donc il veut que 2 débats. Donc pour quelqu'un qui se dit ne pas avoir peur de débattre avec Trump, ça en fait des conditions. Donc voilà, bon. Après, je suis pas sûr qu'il y a que lui qui décide. Je pense que derrière, bah, ceux qui veulent le voir élire, ceux qui décident à sa place, ont posé ces conditions. Parce que quand même, il est assez âgé. À mon avis, ça va être très difficile de tenir le rythme. Donc bon, en tout cas, il a posé ses conditions. On verra bien. Donc en dehors de ça, des États-Unis, l'Israël, donc Netanyahou ont toujours déterminé, nous devons faire ce que nous devons faire. Netanyahou d'Israël reste ferme sur l'offensive de Rafah malgré les tensions américaines. Donc voilà, même les Américains tentent voilà, de calmer un peu ces ardeurs de vengeance. Mais voilà, il est déterminé. Et donc voilà. Et là, il dit qu'il espère qu'il pourrait être d'accord avec les États-Unis. Bon, en tout cas, on verra. Il est déterminé. Et là, on a l'Égypte qui déclare qu'elle se joindra à l'affaire de génocide de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale. Donc l'Afrique du Sud qui a porté plainte devant la Cour internationale contre Israël pour tout ce génocide-là, tous ces actes, voilà, voilà, Israël qui tue sans vergogne, enfin voilà, pour se venger. Et donc là, on a l'Égypte qui veut rejoindre ça et voilà, qui va porter plainte aussi par rapport au génocide israélien. Et donc, on a le Brésil et d'autres membres des BRICS qui soutiennent l'initiative visant à reconnaître la situation Gaza et Rafah comme génocidaire. Donc voilà. On a plusieurs États qui se liguent contre Israël par rapport à son génocide là. Donc, à côté de ça, on a l'Irak qui veut augmenter ses réserves de 15 milliards de barils. Octroi de 29 nouvelles licences. Et donc l'Irak, voilà, produit 4 millions de barils par jour et a les réserves pour tenir ce rythme pendant 96 ans. Donc voilà, hein, ces pays du Golfe, ces pays du Moyen-Orient qui ont des réserves illimitées. Voilà. Et ils veulent encore augmenter ça. Le pays donc tire 90% de ses revenus du pétrole. Les objectifs de la COP 28 attendront. Donc voilà, parce que la COP 28 veut être écologique et tout ça. Et donc, c'est pas dans l'intérêt de l'Irak qui fait 90% de son chiffre d'affaires sur le pétrole. Donc, ils veulent encore augmenter ça. Donc, ils sont très dépendants hein, du pétrole. Donc, attention à ça. Contrairement à l'Arabie Saoudite qui, elle, essaye de se diversifier, enfin voilà, de créer des villes futuristes et d'aller sur le sport et tout ça. Donc, faut voir. Ici, on a une nouvelle qui vient de tomber.
Le Premier ministre slovaque Fico, donc Robert Fico, se trouve dans un état mortel après avoir été abattu lors des... donc voilà, les dirigeants européens qui dénoncent une attaque brutale. Donc Fico, ici, qui, voilà, vient d'être attaqué en pleine rue. Vous allez voir les images ici. Donc, vous voyez, hein, des images de panique un peu. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui a été mis dans la voiture parce que vous allez voir qu'à gauche, en fait, ici, là, vous avez des personnes à terre ici. Donc, je ne sais pas si c'était le Premier ministre qui était à terre ici ou qui a été mis dans la voiture. En tout cas, apparemment, il avait pris une balle dans la poitrine. Et donc, voilà, victime d'attentat. Victime d'un attentat, le Premier ministre slovaque entre la vie et la mort. L'auteur présumé des coups de feu a été arrêté. On ignore toutes ses motivations. Toutes de ses motivations. Mais sa victime, le nouveau Premier ministre Fico, est connu pour refuser de diaboliser Poutine. Donc lui, il refuse de diaboliser Poutine et il refuse de soutenir militairement l'Ukraine contre la Russie. Et lui, il est un peu anti, même s'il est dans l'Union Européenne, je crois, il est anti-OTAN, anti-UE, enfin, il aime pas trop, voilà. Il a des propositions plus pro-russe que pro-OTAN, tout ça. Et donc voilà, bon, dans les médias, là, BFM, tout ça, ou le LTF1, ils commencent déjà à dire que bah, le gars qui est là, qui lui a tiré dessus, c'est un gars qui est pro-Russie, pro-Poutine, et qu'en fait, il a fait ça dans pour l'OTAN, on va dire. Bon, je sais pas, on verra ce qu'il y sera de tout ça. En tout cas, voilà, Fico, Robert Fico qui disait en tant que Premier ministre de la Slovaquie, je peux vous dire que nous allons nous intéresser à ces hommes politiques et à leurs achats insignifiants de dispositifs médicaux et de vaccins. Donc lui, il était là à traquer là, les vaccins, enfin voilà, il veut savoir la vérité par rapport au Covid-19. Voilà. Et la Slovaquie rejette le traité de l'OMS sur les pandémies. Donc et voilà, il a recalé là, tout ce qui est par rapport à la pandémie, tout ça. Donc... Je sais pas. On sait pas pourquoi on lui a tiré dessus. Peut-être que c'est peut-être l'OTAN qui a ordonné, voilà, à ce qu'il soit assassiné. Je sais pas. Impossible de dire. On verra ça. En tout cas, voilà, Robert Fico. Ici, nous prions pour le rétablissement complet du Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui vient de recevoir une balle dans la poitrine lors d'une tentative d'assassinat. Et Robert Fico a bloqué tout financement supplémentaire pour l'Ukraine et promettait d'enquêter sur les tyrans du Covid. Donc voilà, peut-être que ça dérange. Et voilà pourquoi il a été victime de l'attaque. Moi, je pense que ça dérange. Et je pense qu'il gêne peut-être moi l'OTAN. Pour moi, c'est l'OTAN. Je soupçonne l'OTAN moi-même. Après, voilà. Peut-être que je suis dans le faux. On verra. Chacun tire ses bilans. Les commentaires, je les vois peut-être des haineux, là, des haters. Ah, tu racontes n'importe quoi. À chacun d'avoir ses idées. Moi, c'est mon premier sentiment. Mais après, je suis peut-être dans le faux. Donc, on verra ça. Donc, on va passer au crypto. On est déjà à 22 minutes. On va essayer de faire juste une demi-heure. Donc, Bitcoin qui connaît sa meilleure journée depuis mars, après une lecture d'inflation plus froide en avril. Donc, voilà, c'est grâce à l'inflation que le Bitcoin retrouve des couleurs en ce moment. Il n'y a pas que ça. On sent que bah, la hype revient. Mais je pense que c'est quand même tiré de cette hype-là, cette bonne nouvelle de l'inflation qui diminue. Donc, ici... On a le Bitcoin qui revient, qui a dépassé 65 000. Quand je pense qu'hier, on était dans les 62 000, 61, 62 000. Là, on a eu un pump incroyable qui a fait gagner au moins 3 000 $ sur le Bitcoin, sur le prix du Bitcoin, 65 000. Et bien sûr, voilà, sur les marchés de la crypto où ça bouge très vite, bah voilà, le marché de la crypto est en état de fête. Psychologiquement, voilà, même, voilà, on sait, c'est un marché très psychologique où il y a beaucoup de volatilité. Et dès qu'on retrouve des couleurs, ça y est, ça commence à s'enflammer. Voilà. Et encore une fois, je reviens par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un marché très volatile. Et les gars veulent des gains rapides. Et en fait, il faut éviter d'être trop sur la crypto, de regarder tous les jours et d'être là, être euphorique dès que ça remonte de 3000, voilà, dès que le Bitcoin reprend des couleurs. Enfin, en fait, on est comme une sorte de piège un peu à vouloir de la croissance, la croissance, la croissance. En fait, voilà, pour moi, on les limite dans un piège. Et quasiment, j'ai envie de dire, quasiment tous les alcools, limite, peuvent nous ramener dans un état de piège. Mais après, voilà, on est en phase de bull run. C'est pas maintenant qu'il faut sortir de la crypto. C'est maintenant plus que jamais qu'il faut être exposé. Mais ne vous attendez pas, voilà, voilà, à sortir de tout ça
avec plus de 100K, 500K ou des choses comme ça, avec des fois 50 réels ou fois 100. Voilà, vous allez faire des gains, ça va monter. Peut-être des fois 5, fois 7, voilà. Mais faut pas s'attendre, voilà. Parce que en fait, ça, comme ça bouge vite, on est là, on sort, on rentre. Bon, en tout cas, voilà. Mais ça fait du bien de vous revoir du vert. Mais faut pas, voilà, mettre tout dedans non plus. Et mon discours qui a beaucoup changé, hein. Moi, je le reconnais. Il y a même quelques mois, je comptais tout mettre sur la crypto. Mais en vrai, c'est quand on regarde dans les faits, j'ai pris du recul. Et j'ai beaucoup étudié, beaucoup lu, beaucoup pris de recul. En vrai, on se brûle les ailes d'une manière incroyable et on se fait avoir. Et c'est pas pour rien que bah, c'est les petites personnes, enfin les petites personnes, désolé du terme, mais les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui mettent tout, voilà. Et ceux qui sont éduqués financièrement, vous voyez les plus gros, les millionnaires et les choses comme ça, eux ils restent que sur Bitcoin et Ethereum, où voilà, ils sont plutôt en bourse, parce qu'ils ont compris qu'il faut y aller de manière lente, alors que les petits investisseurs, entre guillemets, petits investisseurs, ou les gars qui n'ont pas beaucoup d'argent, eux s'exposent de manière brutale à la crypto et mettent tout leurs possibilités pour essayer de scaler rapidement. Et c'est eux qui se brûlent les ailes et qui n'arrivent jamais à progresser. Donc en tout cas, attention à ça, hein. C'est un rappel, mais attention à ça. En tout cas, le prix du Bitcoin qui franchit une ligne importante là et qui casse hein, cette zone là, cette traîne de baisse là, et là ça fait du bien, une belle bougie verte là qui casse et qui redonne espoir peut-être. Et là voilà, de manière générale, voilà, si on prend plus de manière mensuelle, on est parti pour aller vraiment chercher les 70 voire 80K, donc ça fait plaisir ici. Ici regardez hein, on a 74 000 ensuite. Donc là, légitimement, on devrait monter à 74 000 au minimum, hein, si on retrouve la target là, des plus hauts. Donc ça, c'est un minimum. Mais là, on peut même aller chercher les 80K à l'horizon. On va voir ça. On va voir ça. On espère, en tout cas. Et voilà, hein, la route des 100K. Après, comme je vous l'ai dit, il se passe rien dans la crypto. Donc, quand on va peut-être remonter, atteindre les 80-85K, ne vous étonnez pas qu'on rebaisse rapidement et qu'on revienne peut-être dans les 60K. C'est de la volatilité puisqu'il ne se passe rien. Donc là, on est basé sur la spéculation. Voilà. Après, les trucs qu'il y a de bien, c'est que en ce moment, et regardez, hein, je crois que beaucoup ne se rendent pas compte. C'est vrai que, regardez, depuis le 1er mai, là, il y a 15 jours, on a eu énormément de nouvelles sur qui a acheté les ETF de BlackRock, tout ça. Et là, on a Pine Ridge. Voilà, on a Bryce Beach Capital, la Banque de Montréal, UBS, la banque suisse, JP Morgan, la plus grande banque américaine, Wells Fargo, la troisième plus grande banque américaine, voilà, Susquehanna International, voilà, la Corée du Sud, bientôt dans les ETF Bitcoin, Hightower, un fonds spéculatif qui détient des ETF, South State Corp. Et voilà, et plusieurs gestionnaires d'actifs basés à Hong Kong aussi, qui détiennent des bitcoins. Et BNP Paribas aussi, la deuxième plus grande banque d'Europe. Voilà, donc là, une liste voilà, incroyable de grandes banques et de grands fonds qui sont exposés au bitcoin. Donc voilà, tout ça, ça participe à l'adoption de masse qui va faire que, voilà, il se passe des choses, mais sur le bitcoin. Là encore, le bitcoin, on peut le tirer en dehors des autres altcoins. Mais sur les bitcoins, oui, c'est légitime. Et c'est le bitcoin qui draine le marché. Mais pour les altcoins, voilà, il y aura de la volatilité et de la volatilité aussi à la baisse, puisque il ne se passe pas grand-chose sur les altcoins. Bon, sur le Bitcoin, ça se passe mieux. Sur le Bitcoin, voilà, on voit que, bah là, regardez, hein, le TF de BlackRock qui repart à la hausse, là, fortement, 5,5% aujourd'hui. Donc, l'optimisme a emmené à un achat, là, à une reprise des achats des ETF spot. Donc, voilà, il y a un vent vert, là, il y a un vent d'optimisme. Donc, voilà par rapport à ça. D'ailleurs, on a ici... Attention, ça c'est une énorme nouvelle. C'est la nouvelle de côté crypto, c'est la grosse nouvelle de la journée. Vanguard nomme Salim Ramji, donc un ancien dirigeant de BlackRock, au poste de CEO. Et Ramji a dirigé l'activité ETF de BlackRock et l'a quitté en janvier. Donc là, certainement que Vanguard, ici là, en nommant Salim Ramji, peut-être avec un plus gros salaire et tout ça, Vanguard qui va se tourner vers les ETF aussi. Et là, attention, parce que vous connaissez hein, le succès de BlackRock, parce que BlackRock, c'est le plus grand fonds gestionnaire d'actifs au monde. Bah, Vanguard, c'est le deuxième plus grand gestionnaire d'actifs au monde, et qui gère d'énormes quantités d'ETF, des choses comme ça. Donc là, ça, c'est un énorme
une énorme nouvelle pour l'adoption de masse des cryptos. Puisque si Vanguard rentre aussi, le succès peut être au garanti. Hein. Parce que Vanguard, c'est un concurrent crédible de BlackRock. Quand BlackRock, bon, c'est loin devant, hein, mais Vanguard, c'est pas des rigolos. Et là, eux aussi, là, ils prennent quelqu'un qui a dirigé hein, l'équipe d'ETF de BlackRock. Certainement que voilà, Salim Rabji va proposer et va occuper la direction et va être amené à proposer des cryptos aussi, des ETF. Et là, il y en a, parce que Vanguard, ils ont la confiance hein, des richissimes investisseurs, des choses comme ça. Et on va avoir un afflux massif de personnes qui vont venir s'exposer aux ETF Bitcoin de chez Vanguard. Et au fur et à mesure, peut-être plus tard, aux ETF Ethereum et tout ça. Donc là, énorme nouvelle hein, qui va contribuer à l'adoption de masse. Une grosse personnalité là qui va amener peut-être des nouveaux ETF voilà, Bitcoin pour le parti de Vanguard. Donc ça, c'est pas mal. Ici, le volume d'échange des NFT sur Ethereum a baissé de 66% en 2 mois. Donc Ethereum, ça se passe vraiment mal. Hein. Pour Ethereum, il faut dire la vérité. Bon, après, Ethereum est en phase de construction de son réseau, tout ça. Mais l'activité sur Ethereum n'est pas là. Et on a fait une première partie de bull run. Et Ethereum n'est toujours pas... Voilà, personne n'utilise Ethereum. Et c'est les R2, pas tellement. Quand on regarde... Donc, bon, Ethereum n'intéresse pas. Au contraire de Solana. Et Ethereum continue à subir des hacks, des choses comme ça. C'est la plus grosse blockchain. C'est là où il y a le plus de liquidité. Donc, c'est là où il y a le plus de hackers, d'escrocs, tout ça. Et là, on a le ministère de la Justice qui a arrêté 2 frères qui auraient utilisé un exploit MEV pour voler 25 millions de dollars en crypto-monnaie en seulement 12 secondes. Donc voilà, hein, ça peut aller très vite. Donc voilà, les 2 frères, bon, ils sont arrêtés, tout ça, mais c'est pour vous dire hein, que les attaques, et Ethereum, voilà, non seulement n'est pas très utilisé, mais en plus subit encore des attaques, tout ça. Alors que Solana, regardez, encore un partenariat là pour Solana avec Robinhood, le plus grand courtier des États-Unis pour investir en bourse et même en crypto, bah, c'est Robinhood. Robinhood avec des frais très bas, voilà, qui a révolutionné un peu les courtiers là-bas, voilà, avec la très moderne, très épurée, une appli à tout faire, enfin crypto, finance, avec des rendements intéressants voilà, en intérêt, tout ça. Et là, Robinhood, sachez que Robinhood a créé une application pour l'Europe. Et bon, je la surveille de près, cette application, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, là, il y a une nouvelle qui vient de tomber pour les clients européens. Donc Robinhood lance le Solana Stacking dans l'UE. La fonction, et ça, c'est pour l'app européenne de Robinhood. Donc je la surveille de près. Pour le moment, moi, mon courtier, c'est Trade Republic, le courtier allemand. Voilà, pour investir en bourse. Après, j'utilise plus Gate.io ou Mexe pour investir en crypto. Mais voilà. Mais là, je surveille quand même Robinhood. Ça peut être intéressant pour investir en crypto. Et même en bourse. Mais pour l'instant, Robinhood, là, ils ont ouvert une application de crypto, surtout en Europe, mais pas en bourse. Peut-être qu'après, ils vont se diversifier en bourse. Et à ce moment-là, ça sera un gros concurrent pour Trade Republic. Et les autres, hein, Revolut et tout ça. Voilà, Revolut, il y a trop de frais. Donc, j'utilise pas Revolut pour investir ni en crypto ni en bourse. Mais voilà, Robinhood, c'est un concurrent très sérieux. Et là, voilà, hein, et Solana qui est très dans la hype et Solana qui connaît une forte attractivité hein. Contrairement à Ethereum là où Ethereum qui est en baisse au niveau des NFT, bah Solana c'est pas leur cas hein. Solana domine hein, le secteur des NFT et partout sur les mêmes coins, sur la DeFi, voilà, ça marche du tonnerre pour Solana. Et là, bah voilà, en plus ça va alimenter hein, le token Sol là, le stacking de Solana avec des rendements de 5% sur l'année. Donc c'est pas mal hein. C'est mieux que ce que propose même, par exemple, Trade Republic pour conserver vos fonds, tout ça. On a des rendements de 4% là, avec Robinhood et Trade Republic. Là, sur Solana, le stacking de Sol peut rapporter quand même 5%. C'est correct. Voilà. C'est pas ce qui se fait de mieux. On a d'autres projets là, comme Ethena, voilà, sur l'USDE, là, un autre stablecoin qui propose des rendements de 10 à 12%. Voilà, ça rappelle les années de Terra Luna, là. Mais après, Terra s'est effondré hein, par rapport à ces stacking, enfin, ces rendements élevés, là. Mais en tout cas, voilà, 5%, ça reste correct. Après, si vous voulez viser le grand rendement, allez sur l'USDE et Ethena. Voilà, je vous laisse faire ces recherches par rapport à ça. Donc, voilà. Et d'ailleurs, concernant les stablecoins, on a Circle, qui est l'entreprise derrière l'USDC, donc qui est le deuxième plus gros stablecoin du marché, derrière
l'USDT là, de Tether. Donc vous avez l'USDT et l'USDC. C'est quoi ça? C'est des cryptos qui répliquent, en fait, le cours du dollar. Donc en fait, c'est des dollars tokenisés, des dollars crypto, on va dire. Et en fait, on a besoin de ces stablecoins là. On les appelle des stablecoins là, ces dollars crypto là. Vous avez l'USDT qui est le plus gros stablecoin et l'USDC. Et en fait, c'est des cryptos qui. C'est le moyen d'avoir de la liquidité sur la blockchain, on va dire. C'est la passerelle, en fait, pour avoir de la liquidité au-delà des devises. Bah, sur la blockchain, on va utiliser des stablecoins. Et je pense qu'à terme, le monde entier sera quasiment en stablecoin. Et les deux plus gros, c'est Tether, l'entreprise Tether avec son USDT, et Circle avec son USDC. Et Circle, bah, ça intègre l'écosystème Solana, Coinbase, tout ça. Bah, Circle prévoit de se redomicilier aux États-Unis avant une éventuelle introduction en bourse. Donc en fait, ils étaient basés en Irlande, voilà, pour la fiscalité, tout ça, on connaît. Et là, comme ils veulent s'introduire en bourse, bah, comme ils savent, hein, par rapport à la régulation, tout ça, bah, Circle aurait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse de ses titres de capital en janvier. Et donc Circle prévoit de transférer sa base juridique de l'Irlande aux États-Unis. En fait, c'est pour être voilà, pour avoir aucun problème avec son entrée en bourse aux États-Unis. Ils veulent se recoter et être sur la, voilà, complètement être en règle par rapport aux États-Unis, voilà, pour être bien vu et être coté. Et Circle, ça c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser, hein, quand ils seront en bourse, au vu, bah voilà, hein, eux ça sera la liquidité, hein, plus ils vont avoir des réserves. Et en fait, pour moi, ça va être comme une gigantesque, comme BlackRock, on va dire, mais pour moi bien plus rapide, parce que eux, ils vont détenir les réserves en stablecoin, vont faire que d'exploser. Eux, en fait, ils frappent du stablecoin, ils frappent de l'USDC. Donc, ils en créent toujours plus. Et plus ils en créent, et plus bah, les bénéfices de Circle augmentent, on va dire. Plus ils frappent de l'USDC, ils en créent. Et plus le chiffre d'affaires de Circle augmente. Et je pense qu'au vu de ce que va devenir le stablecoin demain, là, que le monde entier va être en stablecoin quand la blockchain sera bien utilisée. Bon, c'est pas demain à la veille, hein, c'est dans quelques temps. Mais je pense que Circle va être un succès en bourse. Donc on verra ça. Et donc voilà, hein, ici, voilà, là vous avez son PDG. Et donc Circle qui veut quitter l'Irlande, qui s'apprête à quitter l'Irlande pour revenir s'installer donc aux États-Unis. Donc on verra ça, je pense qu'ils vont s'introduire en bourse, hein. Et pas que, hein, même Tether, même Ripple qui veut concurrencer Tether et Circle dans les stablecoins. Donc toutes ces institutions-là, toutes ces entreprises vont entrer en bourse. Et ça va alimenter la crypto plus tard. Peut-être courant l'année 2025, tout ça là. Donc on verra ça en tout cas. C'était la dernière actualité. Donc voilà, on reste en contact, hein, pour d'autres informations dès demain, d'autres actualités. Et donc, restez, voilà, focus. Enfin, c'est le bilan, c'est le résumé, hein, de cette vidéo. Pas focus que sur la crypto. Allez voir l'IA, c'est là où il y a la hype est actuellement. Les véhicules électriques, il y a peut-être une opportunité à jouer, voilà. Et donc voilà, pour cette journée qui était verte par rapport à l'explosion, grâce à l'inflation qui a baissé, et noire par rapport, bien sûr, à Robert Fico, qui a subi une attaque mortelle. Enfin, une attaque, voilà, voilà, qui s'est fait tirer une balle dessus. Donc voilà, faut quand même souligner ça. Donc noir par rapport à ça. Donc voilà, on reste en contact. Force à nous, hein, les gars. La team Spartiate, on reste en contact. Allez, à plus.